Eh bien, moi, j'ai l'accent provençal. Et en aucun cas, je ne voudrais bien entendu le renier. J'ai même écrit sur mes affiches que j'étais la voix de la Provence. On en joue un peu de l'accent, c'est vrai, mais l'accent, c'est le poète qui l'a dit. C'est la terre que l'on emporte à ses souliers. L'attitude d'un méridional qui se retrouve à Paris, postier, CRS, Instit, que sais-je, c'est par exemple au niveau de l'accent, à la fois d'adopter l'accent des autres, donc de s'intégrer, et puis aussi de garder le sien. Donc on a des dichotomies de comportement. Quand on rencontre les copains qui sont de Toulon ou de Marseille ou d'ailleurs, méridionaux, on reprend et même on renforce sa méridionalité. Et puis quand on est avec les gens du quartier ou du travail, on essaie de s'exprimer comme eux. Mais sinon, quelqu'un qui a l'accent du Midi, il ne peut rien dire de sérieux. Et ses propos sont automatiquement ridicules, y compris si c'est des propos que la personne qui rit à ce moment-là, si elle les lit, ces propos, elle les trouvera peut-être extraordinaires. C'est Derrida qui parle de René Char, qui était un passionné, un amoureux de la poésie de Char, et le jour où il a entendu lire Char, un de ses textes, et qu'il a découvert que Char avait l'accent provençal, il n'a plus pu lire Char. Et ce jour-là, Char, pour lui, c'était plus rien. Mais la plupart des gens ignorent complètement que cet accent provençal a pour origine une autre langue, exactement comme on peut reconnaître des Italiens ou des Russes ou des Arabes ou des Chinois lorsqu'ils parlent français, parce que leurs cordes vocales ont été façonnées pour une autre langue. C'est la façon de parler le français avec une phonétique occitane. Voilà, c'est la trace, c'est l'empreinte de l'occitan sur le français, et qui subsiste encore un peu après la disparition de la compétence linguistique de la personne qui le parle. Donc l'accent méridional, il est foutu, quoi. Ça, c'est clair et net. Il ne peut pas survivre très longtemps à la disparition de la langue qui en est la cause. C'est pas possible. La majorité des adultes en Provence ne sont pas nés en Provence. Et ceux qui sont nés en Provence, les adultes, une bonne partie de leurs parents n'étaient pas nés en Provence, puisqu'ils sont arméniens, ils sont italiens, ils sont grecs, ils sont républicains espagnols, algériens, marocains. Et donc vous êtes dans une région où le qui intègre qui est très compliqué. C'est le territoire qui intègre, c'est plus la culture, c'est plus la parole des hommes, c'est la parole inscrite. C'est les arbres, c'est l'architecture, c'est la façon de construire les pierres, c'est les récits, c'est les livres qui intègrent le plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas la langue. On n'est pas au Pays Basque, on n'est pas en Bretagne, etc. La langue, au fond, elle s'est perdue pour des tas de raisons qui tiennent au centralisme français, mais aussi parce que l'essentiel des hommes, à 2 générations, ne sont pas des porteurs de cette langue. Ceux d'avant, ils sont beaucoup partis. Après est arrivé des Arméniens, des Italiens, etc., comme je disais tout à l'heure. Et 60% des adultes d'aujourd'hui viennent pour 30% de l'autre côté de Méditerranée, dans les Pieds Noirs, et pour 30% du Nord. Et donc, effectivement, il n'y a pas de transmission de la langue, parce que la seule langue qui nous réunit, c'est le français. C'est dans les traditions immémoriales de la Provence que Mistral va puiser son inspiration. À la région, qui est pour lui un pays, il veut rendre son honneur, sa fierté et surtout sa culture, brimée depuis tant de siècles par l'impérialisme français. Ainsi fonde-t-il en 1854 le Félibrige, pour le maintien et l'épuration de la langue provençale et pour la renaissance d'une littérature dont il fut et reste le génie. Avant sa mort, en mars 1914, Mistral assiste encore aux fêtes de la jeunesse qui se déroulent en Arles. Et quand le président Raymond Poincaré vient le visiter dans son petit village de Mayenne, alors là, Mistral vit son triomphe. Car c'est la France qui rend à l'une de ses provinces l'orgueil et la dignité qu'elle lui avait dérobés. Le Félibrige est une association qui est née en 1854, qui s'est vraiment structurée à partir des années 1860-70 et qui est née véritablement du triangle sacré provençal, Arles, Avignon, les Alpilles. Ce Félibrige s'est donné pour mission de dignifier la langue provençale, de la sauver, si possible, en l'appuyant d'œuvres littéraires. Et ça a été le Mireille de Mistral en 1859. Mireille, c'est pas du tout un éloge de la Provence patriarcale, c'est pas du tout une petite bluette gentille sur la campagne provençale, c'est un texte d'une violence totale, quoi. À un certain moment, Mistral a renoncé à certaines ambitions. Et à un certain moment, il s'est aussi retiré du combat.
en espérant que quelqu'un de plus jeune et de moins timide que lui pourrait faire le boulot. Le problème, c'est qu'il a tellement paralysé les jeunes que les jeunes n'ont pas osé se poser en opposition à lui de son vivant. Ils ont attendu qu'il soit mort. Les Philibre espéraient une sorte de renaissance de la patrie provençale. Ce n'étaient pas des séparatistes, non. Mais ils auraient voulu être provençaux avant d'être français. Tandis que le pouvoir central a toujours voulu qu'ils fussent français avant d'être provençaux. Et le pouvoir central a toujours essayé de supprimer dans toutes les provinces les particularismes et en particulier la langue. L'impact du Félibrige a été un impact relativement faible au plan des retombées sociologiques. Il n'a pas pu enrayer le recul et ensuite le déclin absolu de la langue. Il voulait maintenir, il n'a pas pu maintenir, il n'est pas responsable de cette défaite de la langue. Mais les grandes espérances qu'il avait mises dans le peuple provençal afin qu'il perpétue sa langue, ces grandes espérances n'ont pas été satisfaites. Parce que le paysan du XIXe siècle, pour lui, l'enjeu et l'urgence, c'est pas du tout de défendre le provençal, la Languedoc, n'importe quoi, puisqu'il la parle. C'est au contraire d'obtenir la possibilité que ses enfants puissent, eux, à travers le français, accéder à un statut social supérieur. Et donc, lorsque les Félibres viennent de dire aux paysans de Provence qu'il faut défendre le provençal parce que c'est la langue de la Provence, ils sont à côté de la plaque par rapport à l'état d'esprit du paysan provençal ou de l'ouvrier provençal moyen. Et alors, comment elle a disparu? C'est mon père qui me l'a appris. C'est qu'à Aubagne, où il était jeune instituteur, ils avaient des ordres de faire balayer la classe le soir, parce qu'il n'y avait pas de concierge, par le premier élève qui dirait un mot provençal. Il était puni. Alors, le premier qui disait un mot provençal, on lui donnait la clé de la classe. Il a dit, c'est pour toi. Mais tu as le droit de la refuser au premier qui te dira un mot provençal à toi. C'est comme ça qu'on a fait disparaître le provençal dans les écoles. Moi, j'ai encore rencontré, il y a quelques décennies, dans la montagne nissarde, c'était 4 frères qui vivaient dans un hameau avec leur père. Un hameau qui était à quelques distances du premier village. Donc c'était des gosses qui, quand ils allaient à l'école, ils mangeaient à la cantine à midi. Parce qu'ils étaient trop loin pour revenir manger chez eux. Et quand on les entendait parler patois à la récréation, on ne leur donnait pas à manger à midi. Tout simplement. Donc ces gosses passaient une journée entière sans manger parce qu'on les a entendus parler patois. Voilà. Et ça, c'est des gens qui sont encore en vie maintenant, quoi. Il y a eu cette espèce de manipulation qui a amené les gens, j'allais employer le mot complicité, c'est un grand mot, mais qui a amené les parents à s'associer à l'extirpation de leur propre langage et à la propre dévalorisation de leur image dans l'imaginaire de leurs gosses. C'est quelque chose d'assez pervers. Mais vous-même, Marcel Pagnol, vous parlez le provençal? Oh oui, je parle encore assez bien, moins bien que dans mon enfance. Et vous n'avez jamais été tenté d'écrire en provençal? Non, parce qu'il me semble que ce n'est pas une langue d'idées. Ce n'est pas une langue pour exprimer des idées, mais plutôt des sentiments, n'est-ce pas? Et des sentiments très simples. Et puis, pourquoi écrire dans une langue qu'on lit si peu? Il y a cette idée que le français est plus apte que n'importe quelle langue, sauf l'anglais, à exprimer les concepts de la modernité. Et que par conséquent, c'est une hérésie que de perpétuer des langues qui se sont façonnées dans un milieu rural, qui n'ont pas le vocabulaire, qui n'ont pas les possibilités d'expression, leur permettant d'appréhender les concepts de la modernité technique, scientifique, idéologique, etc. À quoi n'importe quel linguiste répondra que n'importe quelle langue est capable de créer ces néologismes et d'exprimer tous les concepts qui peuvent exister. Et je dirais que le Félibrige du XIXe siècle a eu au moins le mérite d'exister. Et donc de susciter des vocations, de permettre un premier équipement de la Languedoc, qu'on a pu dépasser éventuellement par la suite, mais qui a existé au XIXe siècle, qui a permis de poser la langue comme étant capable d'être un outil de création culturelle, de communication culturelle. Et donc les gens qui aujourd'hui parlent occitan, écrivent occitan, enseignent l'occitan, sur ce plan-là, ils sont les héritiers
de ce Félibrige. Et voilà, quoi. Donc ça, c'est finalement pas un échec total. Alors, quand on a à sa disposition une langue aussi belle que le français, et aussi importante à écrire que le français, et aussi riche en expressions que le français, on n'écrit pas dans une langue qui n'est plus comprise que par une cinquantaine d'apothicaires. Mais il y a d'autres auteurs qui ont fait le choix du français. Je pense à Jean Ricard. Jean Ricard, qui, bon, évidemment, tout n'est pas bon dans Jean Ricard, loin de là. Mais Jean Ricard fait le choix d'écrire en français. Il polémique avec les faits libres à ce sujet-là. Et lui, il donne une image de la Provence, à travers Morin des Morts en particulier, plus qu'à travers Gaspard de Besse, qui est vraiment intéressante. Morin, c'est pas Tartarin. Hein. Morin, c'est quand même un personnage beaucoup plus valorisé que dévalorisé. Il a une faconde, il a une certaine méridionalité, mais cette méridionalité va vers le positif. C'est un personnage de la Provence orientale, c'est un personnage de la Provence des collines et des reliefs, des Maures et de l'Estérel. Pour nous, Varrois, il est très familier. Il est peut-être beaucoup moins dans d'autres régions de Provence. Au fond, la Provence, ce sont des choses excessivement différentes les unes des autres. Et donc, être rhodanien, ou des Alpilles, être camarguais, être marseillais, être toulonnais, et tout ça, oui, tout ça c'est la Provence, mais en même temps, ce sont des mondes très différents. Il y a la Provence, comme vous avez dit, de Jean Icard, de Pagnol, de Daudet, de Mistral. Et puis il y a l'autre Provence, qui est celle qui a été décrite par les grands écrivains, c'est-à-dire aussi bien par Stendhal que par Shakespeare, que par Cervantes, que par Dostoïevski. Celle-là, c'est une Provence à la mesure humaine, c'est plus la Provence dans laquelle on joue de la flûte et où les bergers sont tous bons, où les riches sont tous mauvais, enfin tranchés, quoi. Ça, c'est Mistral. Où il n'y a pas de choses Saint-Sulpiciennes. Vous n'aimez pas Mistral? Non, pas du tout. Mistral est le plus grand écrivain occitan de tous les temps, je veux dire. C'est un génie poétique. Moi, je lis Mistral, je peux réciter des vers et des vers de Mistral, parce que c'est magnifique. Par contre, quand on garde de ça que les images, on garde Mireille, comme ça, la coiffe, on garde les costumes, on garde que ce côté-là, et on le garde, et on le repense en français, et on le traduit en produits de consommation dérivés. Et là, effectivement, on est tombé dans le folklore et dans le folklorisme le plus débile. Très certainement, une partie, je ne dirais pas du félibrige, mais du provençalisme dans ce qu'il a de plus exacerbé. Un certain provençalisme rhodanien qui confond l'attachement à une identité, encore que c'est un mot que je n'aime pas beaucoup, l'attachement à une langue et l'attachement à un costume. Voilà. C'est comme si on me disait que le string ou le jeans ou la cravate ou que sais-je peuvent représenter ou ne pas représenter un attachement à telle ou telle forme de culture. C'est une façon extrêmement réductrice de voir les choses et à la limite, je suis brutal, mais extrêmement ridicule. Et même si derrière, un majoral du Félibrige vient faire une causerie tout à fait éclairante, lumineuse, intelligente et vivante sur la culture provençale d'aujourd'hui, les gens n'auront retenu que les mémés déguisés en santon et la coupe au centre de la fin avec Tutu Pampan pour l'accompagner. Château-Renard, c'est l'illustration parfaite de l'adhésion de la paysannerie à la République, démocratique et sociale, donc rouge. On fait défiler des chars entièrement couverts de fleurs rouges. On fleurit la Marianne qui est sur les chars et on la couronne de rouge. L'orchestre qui précède ces chevaux harnachés d'une façon extrêmement sympathique et folklorique ne joue que des airs révolutionnaires, l'international, la carmagnole, le temps des cerises. Il y a là un investissement par la tradition d'une réalité qui se veut une réalité à la fois locale, ce sont les jardiniers qui défilent et qui font la fête, et une réalité nationale, c'est la République, dans ce qu'elle a de plus avancé. Donc le folklore participe d'une réalité nationale, et il la sert, parce que c'est superbe, le défilé de ces chars. Mais
leur beauté est inséparable du contenu qu'ils véhiculent. Et 15 jours après, il y a une autre procession qui est celle des Blancs, où on chante des cantiques en provençal, et où on n'encense pas la Marianne. Il se trouve qu'aujourd'hui, il reste si peu de chevaux que les Blancs et les Rouges se les prêtent pour assurer leurs deux fêtes. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'opinion parisienne, où on marche à l'automatisme et à la simplification. Avec donc l'idée que dans le Midi, ils sont tous Front National. C'est faux. Ils ne sont pas tous Front National, même s'il y a une forte proportion relative de vote Front National. Mais c'est une difficulté d'analyser clairement ce phénomène qui fait qu'on recourt à des simplifications abusives. Et finalement, ce n'est pas fondamentalement différent de ce que faisait Hugo ou Stendhal de leur temps, quoi. On en est toujours là. On n'a pas envie de se fatiguer à expliquer sur le terrain ce qui se passe. Donc on trouve des explications de type psychologique, culturel, traditionnel. Ils ont toujours été comme ça, donc ils continuent comme ça. Oui, mais si vous voulez, ce que je crois, c'est que c'est vrai que cette région a une culture protestataire, que c'est vrai avec le Midi Rouge, chacun à sa manière, mais entre le Midi Rouge, entre le FN et le Parti communiste, etc., pour moi, tout ça, ça s'inscrit dans un arc protestataire qui lui-même s'inscrit dans une culture politique anti-parisienne. Je crois ça. Mais parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Il est clair que la modernité française s'est construite autour de Paris, et effectivement que la puissance et la richesse se sont construites essentiellement dans le Nord et dans l'Est, c'est-à-dire dans le monde industriel. La France industrielle de la révolution industrielle a été marginalement dans le sud de la France. Et on peut effectivement intégrer le Front National dans cette tradition contestataire. Ça ne me réjouit pas du tout, mais bon. Il y a là, effectivement, une continuité qui pose problème, qui mériterait d'être regardée de près. Je crois que la dépendance du pouvoir central, le sentiment, à tort ou à raison, d'en dépendre totalement, y contribue beaucoup. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'essayer de comprendre ce que peut être la culture du Midi, la vie du Midi, l'histoire du Midi, dans ses différentes composantes, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que des Provençaux de souche, il y a aussi d'autres gens, la réalité de la société du Midi, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'essayer de l'étudier, plutôt que de jouer sur des stéréotypes qui servent essentiellement à vendre du mètre carré de plage, du litre de pastis et Dieu sait quoi encore, ou dans le meilleur des cas, une place au Festival d'Aix ou d'Avignon, quoi. Est-ce qu'on ne mérite pas, est-ce que le Midi ne mérite pas mieux que ce genre de choses, cette espèce d'ouverture à des clients, d'espace ouvert à une clientèle. Pas un espace d'échange avec d'autres populations, un espace libre pour une clientèle. Je crains que ce soit un petit peu à cela que le monde publicitaire actuel réduise, qui est le grand producteur et le grand utilisateur de stéréotypes de notre époque. Je crois que c'est ça qu'ils font. Et ça, c'est ennuyeux. Il existe un désir réel d'être reconnu dans ses spécificités, un désir d'être considéré avec respect, un désir de participer à l'unité nationale, mais dans la valorisation de sa différence. Donc ce n'est ni du nationalisme, ni de l'autonomisme, c'est, au bon sens du mot, une sorte d'individualisme ethnique.